Hello la team! Et bienvenue dans ce 3e Filicast. Hop. Avant le début de la vidéo, laissez-nous vous donner un petit peu de contexte. Nous trois, on est Filigrane, un média trimestriel culturel qui se décline sous forme de magazines, de podcasts et d'activités. Vous l'aurez compris, vous êtes dans la partie podcast. Ici, on va creuser et approfondir des œuvres dont on parle déjà dans la partie magazine. Donc on vous conseille d'aller le lire avant ou après cet épisode. Il est disponible via notre site internet. Je pense qu'il me reste juste à vous souhaiter un excellent épisode. Bisous la team! Pour ce trimestre-ci, c'est un Filicast un peu plus léger. Et donc on a changé un petit peu le format. Et pour la partie cinéma, on va commencer par se lire des commentaires Letterboxd de films pour les faire deviner aux deux autres. Qui veut commencer? Allez, j'y vais. Ouais. Ok, alors. Le premier, c'est la raison pour laquelle je n'essaye jamais si fort de réussir quelque chose. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et le deuxième commentaire sur le même film, c'est... Attends, peut-être un petit peu. Ok. Laisse-nous un peu cogiter Ok. sur le truc. Attends, tu peux le relire une fois, s'il te plaît? C'est la raison pour laquelle je n'essaye de... Je le traduis de l'anglais en fait. Oui, C'est la raison pour laquelle je n'essaye jamais si fort dans quelque chose. je l'ai. Tu l'as? Mais parce que... Oui. Oui, ok. Non, je sais pas. Tu veux que je dise le deuxième? Oui. C'est toujours en anglais traduit en français. D'où le fait que c'est parfois un peu approximatif. Respire, c'est juste du jazz. Ah oui, du coup, il y a cette dimension. Du coup, c'est Whiplash. Oui. Il y aura du rire et de l'applaudissement en post-prod. Faut qu'on arrête de faire ça. On se rajoute On du sait travail. très bien qu'il y aura rien en post-prod. On sait. Et vous aussi, vous commencez à le savoir, donc on est en paix avec la décision. Mais oui, du coup, Whiplash, très bon film. Ben moi, j'ai pas tant aimé. Voilà, on met le pied dans le plat directement. Mais je sais que, pour revenir au thème, c'est un film très célèbre, en tout cas qui traverse les années. Mais genre une référence vers laquelle on se retourne souvent, etc. Mais du coup, je l'ai regardé tard, je l'ai regardé il y a vraiment pas moins de quelques mois. Et moi, je suis complètement passée à côté. Je n'ai pas du tout... je suis pas très fan de la fin, ni de la morale de la fin. Ou alors, j'ai pas compris ou mal interprété la fin, je sais pas. Mais... j'ai l'impression que le message est... Enfin... Pour le contexte de ceux qui ont pas vu Whiplash. Oui, aussi. C'est tout. C'est vrai. En fait, je sais même pas comment vraiment le résumer. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait de la batterie et qui rentre dans une école dédiée à la musique et il est dans un cours tenu par un professeur qui a la réputation d'être hyper dur, violent, désagréable, méchant. Mais violent de tout ça, ouais. Extrêmement problématique. En fait, à la base, le professeur, il est plutôt... Au début du film, avant que vraiment l'acteur principal... J'ai oublié le nom du personnage, mais l'acteur, c'est Miles Teller. Mais avant qu'il rentre dans sa classe, il a juste une réputation de dire de... Si c'est un type, ok, si t'es dans sa classe, genre, oui, t'as réussi quoi, t'es là. C'est l'élite de l'élite quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est du coup quand il rentre dans la classe qu'on se rend compte qu'en fait, juste le prof est une sombre merde quoi. Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen de le. Et c'est un peu acté et validé par tout le monde que tu dois passer par cette étape là et tolérer. Si tu veux réussir dans la vie et tout. C'est ça. Spoiler, non, les gars. Voilà, non. Mais du coup, donc, il y a l'évolution de ce jeune garçon qui arrive et qui veut participer, qui participe au cours en fait. Et l'ambiance est, à cause de ce professeur, hyper tendue, tout est dans la compétition puisque ton rôle est déterminé et en fonction de la place que t'as, t'es un peu l'assistant d'un autre
musicien et donc tu dois tourner Ouais. ses pages, et donc c'est un peu. Voilà, enfin, et je ne sais pas comment expliquer plus clairement que la morale de l'histoire est une mauvaise morale. Bah, ça Je sais dépend. pas comment l'expliquer sans spoiler, mais Whiplash est sorti il y a longtemps quand même. il y a prescription pour le Écoutez, spoil. tapotez sur votre écran comme ça si vous voulez pas Mais entendre. Mais on va On essaiera de penser à mettre Voilà, en c'est tête, ça, quoi, on essaiera. potentiellement. Parce Mais- qu'on se dédouane déjà énormément de ce qu'il y aura peut-être pas dans le podcast. Écoutez, si vous n'avez jamais vu Whiplash et que vous comptez le regarder, bah on spoil. Oui, on spoil. Voilà. Mais je sais pas, Arwen, t'en penses quoi toi? Moi, en fait, oui. Je comprends du coup le fait que tu dises que c'est pas une bonne morale. En fait, la Et fin. d'un autre côté, en fait, pareil, je suis sortie du film, j'étais un peu en mode qu'est-ce que je dois comprendre? Oui, c'est ça, Est-ce il y a que- un peu ce truc-là à la fin. Oui, est-ce qu'il y a un truc. Je sais pas trop si c'était une critique ou pas de ce genre de comportement, mais je suis quand même ressortie de là et j'ai bien aimé quoi. Parce Et du qu'en coup, c'est fait, ça qui était- à la fin, donc tout le long du film, il prépare un spectacle. La dernière scène, c'est la réalisation justement de ce spectacle, j'allais dire. On retourne en troisième maternelle d'un coup, genre. Et en fait, tout passe par par la souffrance et il y a une espèce de rébellion. En fait, le professeur l'humilie et donc il décide de se rebeller et de dire ok, en fait, tant pis, je vais jouer comme j'ai envie de le jouer, dans l'ordre, etc., dont j'ai envie. Et au début, le professeur est du coup contre ça, sauf qu'il voit que ça fonctionne dans le public, etc., que ça prend et que c'est plutôt une réussite. Et donc, le film termine sur un espèce d'échange de regards, un mélange de fierté et de félicitations, t'as osé enfin me désobéir. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il a réussi à le rendre fier parce que c'est passé par t'as montré que tu sais. Enfin, j'arrive pas à comprendre la fin, je pense. Et donc, Parce que- à comprendre le message. Moi j'avais l'impression un peu de cette boucle où, en fait, même quand tu veux peut-être te défaire d'un gars qui a une influence énorme sur toi, bah t'y arrives pas. T'as quand même envie de le Parce rendre que, fier. oui, et en fait, ça se retourne comme. Enfin, entre guillemets, ça se retourne quand même contre toi parce que du coup, il essaye de le faire enrager Ouais. en lui prouvant que du coup, il est capable, etc. Mais au final, ça fait l'effet inverse puisqu'il est quand même. Il est fier de lui d'avoir outrepassé et d'avoir fait Ça. cette prestation. Et c'est- Ouais, moi j'arrive pas à... Enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites et tout, mais j'ai quand même le truc où... Mais en fait, genre, c'est tellement le cas pour tellement de gens, je pense, d'avoir le truc du... dès que t'as un peu une figure d'autorité, quoi qu'il arrive, vouloir la rendre fière de n'importe quelle Ouais. manière possible. Et du coup, il y a un peu ce truc du... T'es à la fin du film et je trouve que quand tu t'accroches vraiment dans le perso, t'es quand même un peu content pour lui en mode putain, il a quand même réussi à le rendre fier et à lui montrer parce qu'il y a quand même... Enfin, il y a quand même, je veux dire, deux spectacles, puisqu'il y a, enfin, bref, il y a un moment donné où ils se séparent, puis ils se recroisent et tout ça. Enfin, Oui, c'est... oui. Regardez le film. Voilà. On va pas non plus vous passer tout le podcast pour raconter le film. Mais du coup, je trouve qu'il y a quand même... Je comprends le fait que ce soit pas la morale qu'on attende. Maintenant, si ça me permet d'enchaîner sur le film que je veux vous faire deviner, c'est un peu typique de son réalisateur, je trouve. Des films les plus connus de son réalisateur, je trouve. Ok. Ok. Voilà. Avant que tu passes sur ça, je fais juste le mini point aussi de. Je pense qu'au-delà de la morale, pour pas juste taper sur la morale du film parce que Oui, je suis peut-être oui, passée à côté, en fait, je vais revenir à ma critique de Bob Dylan pour ceux qui l'ont vu. Il y a 2 podcasts en arrière. J'avais expliqué que j'étais pas très fan des films dans lesquels il y a que 2 décors. Et là, dans le cas de Whiplash, c'est le cas parce que c'est une petite production, alors c'est un réel connu, etc. Mais c'est une production Ouais. qui a été très rapide, avec très peu de budget. Chose que je ne dénigre pas du tout, je trouve ça trop bien. Mais c'est vrai qu'en tant que spectatrice, parfois, en fait, le fait que pendant le film, je vois tout le temps les mêmes décors, ça me déconcentre. En fait, je sors vite parce que j'ai l'impression d'avoir plus rien à découvrir. Ah ouais? Ouais, mais c'est différent encore avec un huis clos où c'est tout le temps Ouais. le film, le ressort est basé sur le fait que tout le monde est dans le même endroit. Là, c'est vraiment
tu connais sa chambre qui est filmée que dans un seul angle, tu connais la pièce et tu as la salle de répétition, etc. Et je sais que c'est le genre de choses qui ajoute au fait que j'arrive à moins prendre de plaisir dans le film, mais c'est très personnel et c'est vraiment moi et ma concentration bousillée par TikTok. Ouais, non, j'allais dire, je comprends, mais en fait, comme moi, j'ai pas du tout ce truc-là, en fait, je trouve que tu te fais tellement emporter dans la dynamique de la relation des deux, là, que c'est un truc qui, enfin, en tout cas, pour moi, passe au-dessus. Enfin, après, même de base, moi, j'ai pas de problème spécialement avec ça, donc... Après, c'est vrai que je trouve aussi le fait d'avoir juste une salle, ça joue aussi sur la dynamique de l'histoire, de vraiment faire le focus sur à quel point la musique prend de la place et cette relation prend de la place. Et à quel point juste c'est vraiment la relation entre les deux qui est mise en avant au travers d'une mise en scène minimaliste, mais qui va... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as raison. Mais après, c'est vrai que ça se... Enfin... Une fois qu'on a ce ressenti-là, je peux comprendre que si tu sors du film, du coup, d'office, il te parle pas. En fait, je comprends pourquoi. Enfin, je dis pas que c'est un mauvais film, pas du tout, mais je dis que je ne suis pas autant emballée. En fait, pendant très longtemps, et c'est peut-être que ça aussi, c'est que j'en ai toujours beaucoup entendu parler, et donc t'as d'office des attentes de plus en plus grandissantes sur le film, et peut-être qu'il y avait un peu ce truc-là aussi qui. Enfin voilà. Vas-y, tu voulais nous faire un lien avec le réel. Ouais. Du coup, alors, pareil, je traduis en direct. Le commentaire de votre Oui. Ok, donc deuxième film. Je l'ai regardé encore et encore dans l'espoir que la fin voudrait magiquement changer. Pourrait magiquement changer. Du même réel ? Ouais, du même réel. Je suis carrément en train de lire les magazines, moi. Je suis carrément en train de le fêter. Elle a oublié le concept. Et je dis, putain, festival politique. Pardon. Mais du coup, je vais arrêter de faire ça. Oui, dans les images. Je vais chercher un fond. Ils sont là, les trucs de fond. Merci. Attends, merci. Il y a celui-là aussi. Donc je l'ai regardé encore et encore en espérant changer la fin, non, en espérant que la fin change. Tu Ok. sais, il y a tellement de films en fait qui ouais, peuvent. Mais c'est pour ça que j'ai pris des plus larges et puis qu'après j'ai. Est-ce que vous voulez que je vous lise un autre? Oui. Vous allez voir qu'il y a également un thème récurrent chez ce réalisateur, en tout cas pour ces deux films. Et comme on ne s'est pas concentré sur le choix des commentaires, parmi le jazz encore une fois, c'est. Mais du coup, c'était plutôt une réplique, c'est... qu'est-ce que tu veux dire par t'aimes pas le jazz? La Land? Putain. Ah bah oui. Waouh. Oui, ok. Très fort de ma part, je n'ai pas vu le film. Je l'ai vu, ça veut pas dire... Mais oui. La Land, qui est aussi un film de Damien Chazelle. Je savais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose? Ah ouais, c'est vrai. Il a les trois que je connais, c'est Whiplash, La La Land et Babylone. Ok. Et on ressort évidemment le petit carnet. The Only One. Le seul unique. C'est un film. Ce serait pas un filicast. Ouais, non, évidemment. Par contre, c'est toujours le même filicast où j'apprends que je dois d'abord placer avant de coller. Avant de coller tes personnages. Ouais. C'est vrai que ce serait plus pratique. Peut-être l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, carrément. On s'est retrouvés dans un an. C'est trop tard, changer le concept de filigrane, on vous a pas expliqué. Mais en fait, c'était sur ma tolérance, un process que je devais faire. Je me suis dit, pour le prochain, j'aurais peut-être certainement pas envie d'assimiler non plus. La prochaine année, carrément. Et sinon, j'avais quand même un dernier. C'était que donc Sébastien, le personnage principal, a mis des expectations genre trop hautes pour les hommes et que du coup, ça a gâché tout. Ok. C'est un des commentaires de vous, ça m'a fait rire aussi. Mais donc, La La Land, c'est un film qui est sorti en 2016. Parce que j'ai noté 2018 dans mon truc, mais c'est pas vrai parce que c'est 2016. Donc, je me trompe tout le temps dans mes propres notes, ça, il faut savoir que c'est un truc récurrent aussi. Et que justement, c'est Whiplash qui a ouvert les portes au financement de La La Land. Oui. Parce que, en fait,
l'idée de La La Land est arrivée bien avant Whiplash, mais les studios juste refusaient de financer le film. Voilà. Ouais. Trop bien. Hein. Et en fait, donc Damien Chazelle, qui est le réalisateur, a eu l'idée avec... Donc il avait déjà Justin Hurwitz pour la musique, donc c'est lui qui a fait la musique du film. Et en fait, ils ont ce projet-là, genre depuis l'UNIF, où ils se sont dit, ok, on est ensemble, on fait ce film-là, mais juste ils ont attendu d'avoir le bon financement. Donc genre, c'est pas juste Damien Chazelle qui a eu l'idée, genre juste ils sont déjà à deux, ils se sont déjà serré la main. Et d'ailleurs, c'est Miles Teller, donc l'acteur principal de Whiplash, qui à la base devait jouer Sébastien, donc le rôle de Ryan Gosling. Et au final, il se fait que non. Et La petite anecdote. vas-y, je t'en prie. Ryan Gosling avait été pressenti pour jouer la Bête dans La Belle et la Bête avec Emma Watson. J'allais dire Emma Stone, mais non, pas du tout. Pas dans celui-là. Mais il y a eu aussi le pareil du coup avec... parce qu'en fait, on a aussi proposé à Emma Watson le rôle dans La La Land, sauf qu'elle a refusé pour aller sur La Belle et la Bête. Et pareil, Ryan Gosling a fait l'inverse, du coup il a refusé La Belle et la Bête pour aller sur La La Land. Du coup, voilà. Mais du coup, au final, les studios ont bien fait de le financer, puisque c'est un des films qui a été... aux Oscars de cette année-là, le plus nominé. Il a eu 14 nominations et 6 victoires. Et c'est d'ailleurs l'année où ils se sont trompés dans les... C'est l'année où ils se sont trompés, où ils ont annoncé La La Land comme meilleur film aux Oscars, mais en fait c'était pas La La Land, juste le type, tu vois, il tourne l'enveloppe. Tu vois, cérémonie des Oscars et tout le monde est préparé. Et le type il dit La La Land, et puis il y a un autre type, je sais pas qui, c'était un des gars de l'équipe, un des gars des Oscars ou quoi, qui vient vraiment, qui retourne l'enveloppe vers tout le monde, il fait pas du tout écrit La La Land sur le résultat, il a vraiment écrit Moonlight, quoi. C'est vraiment un moment de solitude, quoi. Mais bon, oui. Mais par vraiment contre, le faux espoir, quoi, où t'es en mode c'est ça, quoi. trop bien. Non. Mais par contre, à la place, Damien Chazelle a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur et Emma Stone, du coup, cette fois-ci, pas Watson, a gagné meilleure actrice pour cette année-là. Donc, c'est un film qui m'a surpris. Enfin, toi, je sais que Siam, tu l'as pas vu, mais je sais que moi, par exemple, je vais très souvent regarder des films, mais je regarde jamais les bandes annonces ou je regarde jamais trop les commentaires, ce que les gens disent ou quoi, parce que c'est vrai que je trouve que plus on avance et plus on spoil plus dans les bandes annonces et plus on en donne du film, et du coup je retrouve moins le plaisir de découvrir des choses que du coup je me suis dit je vais juste arrêter de regarder. Et donc c'est vrai que quand j'ai regardé, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit une comédie musicale. Ok. Absolument pas. Et du coup vraiment je me lance dans le truc. Et première chose qui m'arrive, c'est vraiment un numéro musical. Genre vraiment, seconde 4 du film, t'as des gens qui dansent, quoi, tu vois. Donc... là, pour te prévenir de ce qui va arriver. Ouais, c'est ça, quoi. Mais parce que, en fait, je sais, du fait que... Enfin, je dis pas que les comédies musicales sont pas connues, j'adore les comédies musicales et j'en regarde beaucoup. Mais du fait que ce soit autant connu et qu'on en ait parlé autant, parce que je l'ai pas regardé directement quand il est sorti ou quoi, je m'attendais pas à ce que ce soit un truc musical. Genre je me dis, tu vois, juste tu dis ça va être un film, il y a une histoire, et en plus t'as Ryan Gosling, t'as Emma Stone et tout, enfin bref, c'est pas... Oui, c'est Ryan Gosling pré-Barbie. Ouais, c'est... Maintenant Ryan Gosling, on peut s'attendre que ça parle, mais... Oui, mais du coup, oui, non, je m'y attendais pas du tout, et au final, tu te laisses vraiment emporter dans le truc, et j'ai vachement apprécié. Et de nouveau... Si jamais vous n'avez pas vu La La Land, attention spoiler. Mais en fait, ouais, mais j'allais dire. Tu veux pas que je spoil la fin? J'allais dire après que c'était. J'ai noté dans le magazine, il y a écrit que j'ai eu la chance de passer entre les mailles de filet de beaucoup de spoils de grosses œuvres. Ouais. La La Land est dans le filet parce que je connais le film sans l'avoir strictement jamais vu. Donc en fait, ce sera pas tant un spoil. Ok, moi, en tout cas. ça marche. Mais je ne tapote pas sur la vidéo personnellement. Parce que donc on parle du fait que voilà, la fin de Whiplash était un peu
à double tranchant, j'ai envie de dire, dans le sens où, bah ok, soit t'es un peu content qu'il ait enfin réussi à faire plaisir ou à rendre fier son prof, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête au final. Mais qu'en fait tout soit passé par la douleur et la souffrance et tout ce que toutes les émotions négatives que tu puisses penser vraiment. Là ici, tu vois vraiment une histoire naître entre deux personnes où tu dis vraiment ils se rendent. Vraiment la comédie romantique parfaite quoi. Genre vraiment ils se rendent compte tout va bien et tout, mais c'est pas non plus le cliché de la comédie romantique où tu dis ok voilà. Pour qu'ils ne finissent pas du tout ensemble. Et t'as vraiment la scène, je vous ressors même carrément pour le petit. Vraiment, le film se termine vraiment sur les deux qui se regardent comme ça, où t'as vraiment en mode ouais, allez, non, ça j'accepte pas. Ça je refuse. Mon cœur reste fermé, allez. Et vraiment, et je suis restée longtemps frustrée de la fin. Parce que vraiment t'es là depuis le début et depuis le début tu les regardes en mode allez les gars, c'est bon. Ça va le faire et tout. Et pour que vraiment à la fin, non. Mais c'est marrant parce que je n'ai pas. Est-ce qu'il y a la notion de célébrité dans. Oui, c'est vrai que j'ai pas refait le pitch. Mais en gros, oui. En fait, donc Mia, c'est donc le rôle de Emma Stone. C'est justement, on va dire, une actrice, en tout cas au début du film, quand ils se rencontrent, pas une actrice ratée, mais je veux dire juste, elle fait plein d'auditions, elle essaie de rentrer dans le monde d'Hollywood, quoi. Et en fait, elle y arrive pas, quoi. Juste, ça prend pas, ça veut pas fonctionner et tout ça. Et Sébastien, lui, c'est du coup un pianiste qui justement j'ai pas envie de dire qu'il a pas envie de réussir, mais qui veut garder un peu son côté un peu niche de jazz et tout ça pour lui et tout, et qui du coup il vit des petits numéros qu'il fait en fait même à la base il joue dans un restaurant quoi. Mais pas en mode il fait pas de l'impro de jazz dans le restaurant, juste il joue au piano dans un restaurant. Et c'est de temps en temps qu'il va dans un bar de jazz et tout ça. Et en fait, lui, va faire découvrir tout l'univers du jazz à Mia. Et Mia, elle, et à un moment donné où ça va fonctionner, elle va commencer à rentrer être prise dans des rôles et tout ça. Et du coup, tu vois un peu la différence de... La différence de... Pas notoriété, mais je veux dire... D'avancer dans... Il y a une avancée d'un côté qui n'est pas spécialement de l'autre. Et... Enfin oui et non, parce qu'elle va quand même arriver, je sais passer d'un moment à un autre, mais d'une autre manière quoi. Et juste, tu vois qu'ils avancent mi en même temps, mi pas tant, et du coup tu sens qu'il y a des décalages entre les deux. Et c'est un peu ça qui va amener au fait qu'après sont plus ensemble, mais t'as quand même le truc du vous pouvez vaincre ça, vous pouvez, vous êtes plus fort, je crois en vous. Mais voilà un peu. Ok, pardon. Parce que je réalisais en t'écoutant que dans Whiplash, il y a aussi la notion de célébrité. Donc là, on parle d'œuvres célèbres, mais dans lesquelles la notion de célébrité a aussi une importance dans les relations, la manière dont ça les affecte. Bon, là, pour Whiplash, de manière un peu, même beaucoup violente et qui passe dans la douleur. Et dans La La Land, de ce que je comprends aussi, mais différemment, en tout cas dans un non-abrutissement d'une relation. Et du coup, c'est vrai que la notion de célébrité peut être utilisée là aussi comme... Est-ce que la notion de célébrité, elle est aussi utilisée dans Babylone en fait? Oui. Je sais pas si vous avez vu Babylone ou pas. Pareil, c'est comme j'ai jamais vu, mais je le connais. Je connais l'histoire. Et du coup, oui, c'est en gros, on va pas s'étaler sur celui-là, mais c'est un peu l'histoire du cinéma quoi. En fait tu suis une actrice qui essaie de percer mais qui est un peu différente quoi, et qui va tu suis c'est un peu ses aventures quoi. Mais du coup de nouveau t'as un peu cette notion de célébrité qui revient, ça fait marrant de voir des thèmes récurrents comme ça. Oui. Et toi Aurélie, je sais pas ce que t'avais pensé de La La Land du coup
Moi j'avais bien aimé, j'avoue que j'avais peut-être pas, j'étais pas autant entrée dans la hype que ce que tout le monde ressortait du film. Ouais. Mais oui, j'avais passé un bon moment et effectivement, la fin reste quand même frustrante. Surtout que je suis d'accord sur l'idée de la manière dont leur relation est construite. Ils auraient effectivement pour moi pu passer outre, entre guillemets, cette difficulté, ou du moins, je ne sais pas, en fait, le moment où du coup ils se séparent, je ne l'ai pas vécu aussi fort que ce que j'aurais peut-être dû le vivre, entre guillemets, parce que j'étais dans la dynamique de... Bah les gars. Ouais, et à la fois, oui, pareil. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu un mix Oui, de c'est ça. sentiments, en fait, je suis d'accord. sur l'histoire de manière générale, même si je ressors de là, le film est cool, c'est un film à voir, mais... Parce que je trouve que t'as quand même vraiment le truc du... Ça fait du bien de voir que ça change de truc de ils se séparent uniquement parce qu'il y a eu un gros clash ou il y a un truc irréparable ou quoi. Je pense que c'est un peu le type de relation où genre juste bonne personne, mauvais moment quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est rare, je trouve, quand les films le montrent vraiment et poussent vraiment le truc jusqu'au bout en fait. Ok, ça va vraiment se terminer parce que ils ont trop de différents à ce moment-là et ce qui fait que leurs chemins se sont séparés et que voilà quoi. Mais c'est vrai que... le truc frustrant des regards de fin où tu vois qu'ils se rendent compte que... Parce que en gros, si tu veux, la fin c'est juste Sébastien qui a réussi à ouvrir son club de jazz et Mia qui y va avec son mari sans se rendre compte que c'est son club et en fait genre juste il est en train de jouer au piano sur la scène et genre leurs regards se croisent et c'est le truc du... Oui, ok, voilà quoi. Et je suis d'accord sur le fait que ça change d'avoir vraiment cette vision-là de ils se quittent parce ils n'ont pas les mêmes attentes pour le moment et que c'est pas une dynamique effectivement où ça se finit dans le sang et les pleurs, je ne sais pas, mais... C'est pas en mode il l'a trompé, c'est ça, où il y a une faute de l'un des deux côtés, c'est juste non, il se rend compte qu'à un moment donné ça détruit tout ce qu'on disait dans le podcast précédent sur les bad boys et la place de la romance où on en avait marre et tout. Mais c'est pour ça que j'avais gardé dans les commentaires en mode le personnage de Sébastien a juste ruiné toutes les attentes que j'avais de réaction des hommes, Est-ce que je passe à mon deuxième film? Arwen peut faire le sien. Ah oui, c'est vrai, pardon. Arwen, non, mais attends. Ils sont là de toute façon. Non, mais vas-y. J'ai quoi qu'il. Attendez, il faut que je récupère. Et je vais devoir traduire aussi, puisque je les ai trouvés en anglais. On est tous Un autre de ces films que je pensais pouvoir voir avec mes parents. Oh, c'est bien comme commentaire. D'ailleurs, si on peut vous encourager à nous suivre sur Letterboxd et à faire des commentaires marrants sur Letterboxd, c'est le moment. Bien sûr. Attends, tu peux redire? Un autre de ces films que je pensais pouvoir voir avec mes parents. Ça aussi, c'est hyper dur en fait, parce qu'il y en a tellement. Je sais pas, t'en as un Est-ce autre? que t'en as un autre? Je sais pas trop comment le traduire. Attendez. Parce que si je la dis mal, elle passe mieux en anglais du coup, mais... One eternity later. Imagine être tellement un beau gosse que ta mère du passé voudrait te sauter. Oui, je l'ai. Oui. Ok. C'est Retour vers le futur. Ça, c'est drôle. Le petit temps de latence en aller la chemin. C'est vrai que celui-là est vachement plus explicite. Oui. Mais le premier donnait déjà une petite indication. Mais ça, oui. En fait, j'ai gardé le premier en premier en me disant, ok, quand t'as la ref, oui, ouais. ok. Mais ça donnait pas vraiment d'indication plus que ça sur le film. Mais du coup, déjà quand même aussi pour faire la petite histoire de quoi ça parle, si jamais vous n'avez encore jamais vu Retour vers le futur,
C'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui va retourner dans le passé à l'époque où sa mère a le même âge que lui, quoi. Donc, clairement, Et globalement. puis après, vous avez Voilà. entendu Et le après, commentaire. voilà, tirez vos conclusions. Oui, c'est vrai qu'au final, ça spoil, mais bon, je me dis, retour vers le futur, il y a prescription. C'est partie des films où on s'autorise. Et de toute façon, il faut le voir, enfin, même pour la postérité, j'ai envie de dire. Mais oui, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Retour vers le futur, et même de la trilogie de manière générale? Peut-être que vous avez une préférence pour le premier ou... Je n'ai pas vu les 3. Ok. Moi, j'ai vu les 3, mais j'ai plus vu le 1 qu'autre chose. Genre, je saurais pas te raconter le plot du 3e, quoi. Mais je sais que je l'ai vu, mais genre, vous voyez, c'est le Oui, genre oui, de c'est truc ça. où tu sais que t'as vu le film, mais genre, si on te demande d'en parler, tu restes. Oui. Ah, T'as pas de... Alors, comment dire? Mais c'est vrai que moi j'aime quand même bien le premier. En fait, est-ce que c'est dans le premier ou dans le deuxième qui... C'est dans le deuxième, je crois qu'ils vont en 2015. Ouais, c'est dans le deuxième. Ouais. Parce que du En coup, fait, ouais, premier c'est Retour ouais. dans le passé, deuxième c'est le retour, enfin c'est dans Ouais. le futur, et le troisième c'est Je pense que dans le c'est passé. pour ça que le premier ça m'a toujours frustrée. Ah oui, dans le troisième le c'est quand western. ils vont... Ouais, voilà, c'est ça j'allais dire. Oui. Ok, c'est bon. En fait, j'ai T'as des des flashs de... j'ai des flashs de genre de Doc en chapeau de cow-boy, genre c'est tout. T'avais le petit truc de... Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que c'était ça ou la nuit au musée? Je ne sais pas. C'est vrai que ça pourrait être vraiment les deux. Mais moi, je me rappelle avoir... Moi, en fait, je me rappelle parce que ma maman aime beaucoup ces films. Et je me rappelle que genre quand on est arrivé en 2015, c'était un peu le truc de fou en mode... Putain, il y a Marty et Doc qui vont arriver. Mais genre, j'avais pas encore la conscience de me rendre compte de quoi on parlait. Mais oui, je pense que j'ai bien aimé. Mais après, ça reste un bon film à regarder, je trouve. Franchement, Ouais. je crois que tu peux... Enfin, pas n'importe quand, mais genre... Il y aura toujours une bonne envie quand tu regardes ce film. Je sais pas comment décrire le truc, mais... Oui, bah, il fait partie de ces films qui ont juste réussi Ouais, c'est ça. à rester Et qui ont célèbres bien vieilli, oui, quoi. qui ont bien vieilli. C'est vrai que tu le regardes maintenant, je trouve que tu passes toujours un bon moment Je suis devant. d'accord. Et je voulais mettre aussi en avant le fait que, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'une des seules trilogies qui n'a pas encore eu d'adaptation, de séquelles, de préquelles ou de tout autre. C'est vrai que le merch s'est arrêté très tôt. Enfin, il n'y a pas eu d'exploitation majeure. Parce que les réalisateurs ne de veulent pas. merch. Ah, En fait, ils ont good job. clairement une clause en disant bah non, ça a bien fonctionné, on voit pas pourquoi il y aurait un intérêt à refaire une suite, une préquelle ou un remake. Est-ce que Nirvana de Ben de Movie de Show c'est considéré comme une suite potentielle? Si jamais. Donc on est allé au BIF, c'était en avril. Ouais, Il y en en a avril. Début avril. Et donc on a été voir le film Nirvana de Ben de Movie de Show. Je sais pas De si show, de movie, de... je sais de pas Ben dans de quel Ben. ordre. Mais c'est quelque chose Il y a un dans ce ordre. style. Et en fait, donc on savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, honnêtement. Et en Juste le fait, titre, on s'est dit. j'allais dire. Ça va être bien. Ouais, c'est ça. Puis, mais je pense qu'il avait déjà été projeté, qu'il avait des bonnes critiques, Ouais. et qu'on s'est dit c'était un des gros films qui était projeté, donc on va aller voir. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que c'était d'abord tiré d'une série qui a existé. Et le plot du film, c'est que juste ils vont. Donc, c'est deux gars qui essayent de faire vivre leur groupe, on va dire, et qui veulent absolument jouer dans une petite salle à dans une, Toronto. ouais, c'est ça, dans une salle à Toronto. Et en fait, il y a un moment donné où ils se retrouvent. Enfin, après, c'est parce que je pense qu'on a toutes les trois été étonnées dans le sens où on n'avait pas du tout l'ambiance, on savait pas dans quoi on s'embarquait, ni Non, rien pas du du tout. Et donc, en fait, à un moment donné, ils se retrouvent dans une caravane et ils se retrouvent à refaire genre exactement le même. Celle que- Ouais, c'est ça quoi. Retour vers le futur. C'était la DeLorean, mais version caravane. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment la même chose, quoi. Genre vraiment la même config, le même truc et tout ça. Et du coup,
Ça nous a bien fait rire sur le moment. Si un jour dans la vie vous avez l'occasion de le voir vraiment, et que vous aimez The Office, ne vous posez pas plus de questions. Franchement, foncez. Même si vous n'aimez pas The Office, foncez. Et aimez The Office. Ça, c'est un autre. Ça, ce sera un autre. On en fera un Philicast complet un jour. Obligatoire. Mais pardon, je t'ai coupé, Rowan, mais ça m'a fait penser Mais à ça. non, mais c'est vrai, en soi, c'est vrai que. En fait, juste pour moi, ça prouve que il est tellement culte qu'on en fait des références Oui, dans complètement. plein d'œuvres différentes, que ce soit des sitcoms ou même ici, voilà, le film. Mais ça reste vraiment à l'échelle pour moi de référence. Oui, En plus mode, que on remet en avant ce film parce qu'on sait qu'il est dans la culture presque générale c'est ça. de tout le monde. Du coup, la plupart des gens ont la ref et c'est ça qui est cool de jouer avec cette dynamique-là. C'est génial aussi, genre, parce qu'on en parle souvent, moi, et je pense qu'on en a même reparlé au but, justement, quand on sortait, c'était genre dans la sitcom The Big Bang Theory. Ils ont un épisode génial où ils s'amusent ils s'embrouillent sur la timeline des 3 films. Et en fait, on a un épisode complet. C'est vrai. Ils s'embrouillent sur la timeline, mais aussi genre sur la conjugaison. Oui. Et du coup, c'est à mourir de rire parce que, en plus de ça, je l'ai regardé en anglais la première fois où les temps en anglais, on va pas se mentir, c'est une galère sur terre. Où là, tu dois essayer de comprendre quand eux s'embrouillent. Je trouve que c'est un des épisodes les plus ingénieux et qui me fait le plus rire. Mais bon, du coup, voilà. C'était pour avoir un peu la petite info sur le film ça reste un film qu'on regarde encore aujourd'hui et que je pense, parce que du coup, je l'ai découvert grâce à mes parents, mais je pense que plus tard, si je devais le faire découvrir à plus jeune que moi, j'irais sans trop poser de questions, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a pas si mal vieilli et qu'il est encore agréable à regarder aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, ça permet... Alors, si on est tout à fait honnête, cette fois-ci, on tourne le Philicast avant d'avoir écrit le magazine. Mais je peux déjà vous dire que dans un de mes articles, je vais parler des suites, Arwen parlait tout à l'heure des remakes de films, mais comme il y en a beaucoup pour le moment, voilà, ce sera un des sujets de mes articles. Peut-être que ça va changer d'ici là, on vous promet rien, mais... Normalement, il y aura ça. Mais normalement, il y aura ça, donc allez lire le magazine qui, lui, est déjà sorti au moment où vous regardez la vidéo. Mais quand on tourne la vidéo, il n'est pas encore écrit. Actuellement, vous en savez plus que nous. Mais du coup, oui, si on en est, on peut enchaîner. Oui, pardon. Je suis très prise par mon collage cette fois-ci. Enfin, les autres fois aussi, mais... Bah ça, on le verra sur les rushs à chaque fois. on les voit très bien, je crois, les moments où on est pris sur le collage ou pas. J'ai toujours traduit. C'est le pire unboxing jamais vu. Si je l'ai. Tu l'as ? Oh non, mon cerveau il fait pas les liens. J'en ai marre de pas trouver. Et un autre commentaire qui est un peu similaire, c'est Tatatata, donc le nom du film. C'est de loin mon unboxing favori. Est-ce que c'est vrai? What's in the box? En plus, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Pour ceux qui n'ont jamais vu Seven, le film termine par une scène d'unboxing littéralement, où la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, le fameux What's in the box de Brad Pitt. Si vous voyez pas la scène, j'allais dire que allez-y, c'est juste Brad Pitt dans un désert qui est What's in the box. Mais en fait, Seven, vous avez toutes les deux vu Seven. Oui. Du coup, vu que vous avez sinon c'était impossible à trouver. C'est aussi un film que j'ai découvert très tard, alors que c'est un film un peu... Il y a tous les ingrédients que j'aime, donc je suis surprise de ne pas avoir... Mais je pense, alors si je peux me permettre aussi, t'aimes pas trop tout ce qui est gore et tout ça, c'est assez graphique comme film. Oui. C'est un film visuellement, graphiquement... Ouais, c'est ça. Et donc je pense que ton cerveau t'a protégé d'une manière ou d'une autre. Clairement. À mon avis, on a dû en parler et t'as dit « Ah meuf, visuellement pas top », j'ai dit « Ok, c'est possible ». Alors qu'en fait, c'est une histoire policière. Ouais. C'est lui de mon côté. Il y a Brad Pitt, c'est lui de mon côté. C'est un peu gore, mais vous voyez ce que je veux dire, genre dans le...
J'aime pas le gore visuel, mais pendant longtemps, on en avait parlé pendant le premier podcast où j'avais regardé beaucoup de true crime, etc. Et donc c'est des histoires avec lesquelles, que je regardais beaucoup. Et enfin oui, tout est bien, la musique, l'ambiance, etc. Tout est trop trop chouette. Enfin, non, l'histoire est pas chouette, mais elle est cool à regarder. Et donc, oui, ça termine, la finalisation de l'enquête policière termine sur une scène dans le désert où on se demande ce qu'il y a dans une boîte. Ouais, non, en fait c'est Seven parce que du coup, c'est un film sur un tueur. De nouveau, spoiler alert si vous n'avez pas vu Seven. Vous tapotez l'écran. Vous commencez à comprendre, je crois. Mais du coup, c'est un. Donc, oui, c'est deux policiers qui essayent de résoudre qui essayent de trouver surtout quelqu'un qui commet des crimes. Mais en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que le type est en train de commettre des crimes par rapport aux 7 péchés capitaux. Ouais. Et il fait ça de manière assez graphique, quoi. Il s'emmerde pas avec les symboles. Ben voilà, disons que pour la gloutonnerie, c'était un type qui s'est littéralement noyé dans son assiette de pâtes. Ouais, en plus d'être genre il a été forcé à manger jusqu'à exploser littéralement. Ouais, c'est ça. Et puis après, juste il a sa tête dans. Voilà. Oui. Voilà, comme c'est ça. Un film. On vous laisse imaginer un petit peu, mais voilà. Et donc, oui, c'est un film que j'ai découvert tard, mais que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié et qui en même temps. La scène de What's in the Box est trop cool et c'est devenu une référence, tu vois, ouais. Et un mème, etc. Et en même temps, je trouve que quand tu la regardes en tant que spectateur, elle est hyper frustrante. Et parce que tu vois pas ce qu'il y a dans la... Parce que si, tu vois. On voit. On voit ou on sait. Ou c'est expliqué. On sait, mais on voit pas. Ah ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est ça aussi la partie frustrante. Parce que, du coup, de nouveau, j'ai déjà dit le spoiler alert, mais ce qu'il y a dans la boîte, c'est la tête de la femme de Brad Pitt. Brad Pitt. Alors, pas de Brad Pitt, mais de son personnage, pour lequel j'ai également oublié le nom. Ah oui, nous, ouais. Là aussi, je pense que les gens sont habitués. Parce que les gens savent maintenant. Voilà pour mon deuxième film. Je voulais parler de Seven, parce que je trouve que... Ouais. Il faut voir. Je suis d'accord. On se serre la main là-dessus. Ouais, je termine mon bout de papier collant et... si tu veux, je t'en prie. Fais ça, ouais. J'ai pas trouvé les droits. Je mettrai un peu par-dessus, ça ne verra pas. Ok. Bon, là, la phrase est assez explicite, mais le commentaire reste hilarant du coup. Ok, j'ai peur. Frodon, il doit avoir une sacrée note sur Wikifeet. Par contre, le 4 étoiles, il est juste pour Aragorn, parce que juste Aragorn, quel BG. On n'oublie pas Legolas, Véan aussi. Mais putain, des pieds à gagner des millions sur OnlyFans. Voilà. Mais les gens sur Letterboxd, ils ont aucune gêne et j'adore ça. Ouais, c'est génial. C'est vraiment la meilleure chose. Du coup, voilà, j'ai pas... C'est le Hobbit. C'est là, c'est bien. Oui, voilà, c'est là que tout le monde se rend compte. Je viens de spoiler que je n'avais jamais vu ni l'un ni l'autre. Alors, en fait, genre, je sais que... Oh, non, en fait, je saurais pas dire si j'aime bien ou pas, dans le sens où... j'ai jamais vu de 1. Mais en fait, je pense qu'il y a toute la partie aussi où c'est différent que Harry Potter ou Star Wars, dans le sens où je pense que c'est quand même déjà bien plus deep en termes d'univers qui est construit et tout ça. De l'univers autour. Oui, au niveau de tout ce qui est créature et tout, fonctionnement, oui, etc. Mais ça reste une quête entre guillemets classique. On va pas se mentir, voilà, le but du Seigneur des Anneaux, c'est juste un hobbit, donc une créature de cet univers, qui doit aller brûler un anneau magique parce que la prophétie fait qu'un grand méchant veut le récupérer et détruire et avoir le pouvoir pour lui tout seul en fait. C'est vrai que vu comme ça détruit un peu tout le mythe. Après, évidemment, toute la quête est géniale, les personnages aussi. Mais en fait, genre, je sais pas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un univers qui est beaucoup plus... pas sérieux, mais je veux dire... qui est beaucoup plus ancré, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup plus
Pour moi, je le mets un peu au même... Enfin, j'ai pas envie de comparer comme ça, parce que ouais, c'est pas la même chose, mais genre que Star Wars, il y a vraiment un vrai truc derrière où genre, même au-delà des films, des livres ou des comics pour Star Wars, mais genre, il y a un vrai truc qui est construit derrière et qui se limite pas à être créé pour le livre. Vous voyez, je sais pas comment l'expliquer d'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas en fait. Et je me dis que peut-être cette sensation-là joue sur le fait que c'est moins proche de notre réalité. Dans le sens où, par exemple, Harry Potter, il y a quand même une dynamique où il y a le monde des moldus. Et donc, tu as un univers magique à part qui a ses propres règles, mais où on retrouve quand même des codes du réel et du monde de manière générale. Que c'est vrai que dans Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, même si on a quand même des dynamiques avec des êtres humains ou quoi qui échangent, bah, tu as quand même cette idée d'univers complètement créé, avec ses propres règles et propres créatures. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi, et je pense que j'ai jamais réussi à rentrer dans l'univers. J'ai toujours voulu, et j'ai jamais réussi à me dire, ok, là je vais me poser et je vais regarder Le Seigneur des Anneaux. Moi, c'est vraiment la longueur des films. Ah ouais? Ben ouais. C'est long. Ils sont longs. Ça n'est pas ce que En fait, je sais pas, j'ai bugué. Il y a toute la dimension où, pareil, j'ai jamais voulu, j'ai jamais été intéressée, etc., à vouloir développer. Et j'ai un copain maintenant qui vraiment. Alors, on peut le laisser, il est méritant, il essaye vraiment, mais il n'a jamais réussi. Et en fait, à chaque fois où il me dit allez, viens, on regarde, et que je suis ok en mode bon, bah ok, découvrons. Pas le Et choix. après, je me ok, si tu veux. Non, et après, que je vois genre, la longueur des films, pas maintenant, pas aujourd'hui, et du coup, je repousse toujours, et ça fait partie. Pourtant, j'adore les longues séries dans lesquelles il y a beaucoup d'épisodes, dans lesquels tu as le temps de rentrer dans un univers et de découvrir les personnages et qui t'accompagnent pendant une période de ta vie et tout ça. Mais c'est vrai que les séries, les longues sagas comme ça, si je les ai pas découvertes comme Harry Potter quand j'étais un peu plus jeune, Star Wars, Seigneur des Anneaux, c'est les deux qui me viennent en tête maintenant, c'est vraiment la longueur et tout l'univers. Enfin, il y a vraiment un taf de concentration qui est un peu qui me rebute un peu dans la découverte. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que si j'avais pas commencé Star Wars quand j'étais plus petite, je sais pas si j'aurais commencé maintenant. Ouais. Oui, mais alors que j'adore Star Wars. Oui. Mais je pense aussi qu'il y a un peu ce truc-là. Enfin, comment expliquer donc on est dans la thématique des œuvres célèbres, et donc par célèbre veut dire énormément de gens qui regardent et qui aiment et qui en parlent, etc. Et j'ai l'impression que, enfin je me trompe peut-être, mais que Harry Potter, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui peut être regardé en famille, etc. et qui, tu vois, fédère en génération. Oui. Alors que là où Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que ça a été cloisonné à une communauté qui est un peu plus qu'on pourrait décrire comme un peu plus geek ou quoi, alors que c'est pas spécialement le terme, et que du coup si t'es pas dans ces codes là, c'est quelque chose où t'as encore un pas de distance, tu vois. En fait, je sais pas, parce que j'ai toujours regardé Star Wars en famille. Oui, ah bah oui, j'ai dit c'est une projection personnelle, tu vois, ça veut pas dire. Je pense que oui, c'est peut-être les. J'ai la sensation que c'est ça veut pas dire que c'est Oui, ça. c'est ça, la projection entre guillemets de ce que tu pourrais attendre dans le film, alors que en soi le film n'est pas. Non, bien sûr. Ah oui, c'est ça, que soit. Mais pareil, c'est parce que du coup, j'ai résumé un peu, grosso modo, l'histoire du film du Seigneur des Anneaux. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'histoire. Enfin, t'as pas besoin d'avoir un gros background, j'ai envie de dire, sur la fantasy pour comprendre ce qui se passe ou devoir être particulièrement énormément concentré. Juste, effectivement, c'est long parce que y a plein de péripéties qui s'enchaînent, tout ça pour voir un Hobbit aller jeter un anneau dans un volcan. Mais c'est une claque visuelle déjà. Mais oui, en fait, moi ça m'énerve de ne pas. Ça... Quand j'y pense et que je me pose et que j'intellectualise la chose, c'est vrai que je suis un peu je me suis mise en dehors d'une bulle et j'ai un peu envie d'y rentrer aussi, et en même temps parce que ça fait partie des œuvres célèbres qui sont comment dire, un peu comme Retour vers le futur, qui sont tellement célèbres que c'est ancré dans des références, dans des choses, etc. Et donc même dans la vie de tous les jours, tu loupes facilement une vanne ou un truc parce que t'as pas regardé le film.
Et je trouve que ça fait partie des films, enfin des œuvres célèbres, où quand tu dis que t'as pas vu, les gens sont un peu genre heurtés. Tu sais, t'as pas vu Star Wars? Et il y a un petit jugement. Mais je l'accepte, je suis ok avec ça. Mais... Après, pour sa défense, la communauté fan de Star Wars, elle est juste immonde. Est-ce que c'est le cas avec le Seigneur des Anneaux aussi? Et ça, je sais pas. Mais... Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que le Seigneur des Anneaux, ça a lancé, que ce soit le livre ou les films, toute la hype autour de la high fantasy de manière générale, qui fait que maintenant, du coup, on a beaucoup d'histoires en littérature, des choses du style avec des elfes, des orques, plein de... Est-ce que c'est pas le grand Tolkien qu'on devrait remercier finalement, à qui on devrait serrer la main et dire merci pour ce que tu nous as offert? Parce que Que je c'est ne sûr consomme que pas, mais- sans lui, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas, et puis même... je sais pas dans quelle mesure, enfin, dans tous les cas, il a influencé bon nombre c'est sûr. de créateurs et tout maintenant pour tout ce qui est création de l'imaginaire, quoi. Mais oui, c'est vrai que du coup, c'est parfait d'en parler dans ce podcast parce que si vous ne l'avez pas vu non plus, pour moi, il faut se faire au moins une fois dans sa vie. Bon, c'est vrai que c'est long, mais ça vaut le coup d'œil. Et même si vous n'avez pas aimé à la fin, vous pourrez dire. Au moins, vous pourrez participer. Vous pourrez participer sans syndrome de l'imposteur au débat. Je comprends les références. mais en tout cas, effectivement, s'il y a quand même une peur potentiellement de se dire ça va être un univers quand même compliqué parce que y a beaucoup de peuples différents ou autres. Sur l'histoire en elle-même, pas tant, quoi. Donc, donc voilà. Peut-être que tu vas me convaincre, enfin nous convaincre, parce que je l'ai pas vu non plus. Mais... J'ai l'impression que c'est des films à regarder en automne, non? Ouais, pas mal, je pense. Ouais. Un peu cocooning, mais... Je suis encore en train de trouver des excuses pour le repousser. Peut-être que d'ici là, il y aura des petits retours sur Filigrane. Filigrane. C'est vrai que je m'engage à si je regarde, il y aura une story pour dire que je regarde. On vous tiendra au courant. De notre relation parasociale, on peut l'évoluer. On peut ajouter des couches. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour... Oui. Non, deuxième film, du coup. Ouais. Alors, j'en ai deux qui sont pas très précis sur le film, mais qui sont très drôles quand même. Ok. Je vais commencer par moi aussi, je rêve de Cillian Murphy. Moi, c'est juste une confession que je partage. Pour le moment, je suis juste bestie. Je pense qu'en disant Cillian Murphy, ça peut déjà vous donner un gros indice sur le réalisateur. Oui, ok, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est Inception? Oui. Let's go. Alors, Inception, comment? Je pense qu'Inception, à part dire... En fait, je ne sais même pas comment aborder la chose simplement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la base, je trouvais ça hyper drôle d'avoir comme thème célèbre et de choisir un film qui est célèbre parce qu'il... Enfin, alors, le film est célèbre en tant que tel, mais il est aussi très célèbre sur le fait de ne pas être compris par tous, ou alors d'avoir beaucoup de confusion autour du film. Et du coup, je trouvais ça très drôle, mais du coup, ça veut dire que je m'embarque dans le bourbier d'essayer de l'expliquer aussi. Donc... On te laisse et on t'écoute avec... pour ça, je reprends mon petit carnet, c'est une grande surprise. Et je peux noter qu'il est sorti en 2010, et ça, je me suis pas trompée dans la date. Donc c'est un film de Christopher Nolan, et d'ailleurs mon deuxième commentaire Letterboxd là-dessus, c'était le petit emoji, vous voyez le petit emoji qui dort, genre qui fait de la salsa, ouais, genre la meuf. Et c'était celui-là, et c'était genre moi dès qu'Hans Zimmer est dans un film. Oui. Du coup, donc c'est Hans Zimmer qui fait la musique du film, donc raison de plus pour aller le voir. De nouveau, je pense que c'est un film qui est à voir aussi parce que juste... je le trouve fondamentalement très bien. C'est avec DiCaprio, il y a Marion Cotillard dedans, il y a Tom Hardy, Cillian Murphy, j'en passe encore, il y a Elliot Page aussi. C'est vrai que le cast est fou. Et j'en passe, désolé les acteurs si vous passez. On vous fait la Je pense bise. que personne ne sera vexé. Mais en fait, en gros de gros, donc de nouveau,
Je vais pas vous sortir tous les prénoms parce qu'il y a une partie dont je me rappelle pas alors que je l'ai regardé ce week-end. Et c'est ok. Mais donc je vais plutôt parler du nom des acteurs, mais de toute façon je vais pas m'embarquer dans un très long résumé parce que sinon je vais m'embarquer moi-même. Mais donc on raconte l'histoire d'un cambrioleur, on va dire, qui est joué par DiCaprio, qui en fait, au lieu de cambrioler des choses matérielles, de voler des choses matérielles et physiques, il va plutôt aller implanter des idées dans la tête des gens, et pour faire ça, il va passer par les rêves. Donc ça veut dire qu'il va réussir avec une équipe à aller s'implanter littéralement dans les rêves des gens pour aller leur implanter des idées, pour les convaincre de faire telle ou telle chose pour réussir à son but. Et en fait, donc comme je disais, c'est un film qui est très connu pour être pas compris, ou alors être hyper compliqué et être hyper... pas niche, mais voilà quoi, être vraiment dans son univers et dans ce truc un film de Nolan quoi. Tu te lances dans un truc. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu te lances dans un truc et t'es obligé d'être concentré pour le comprendre parce que. T'es la vision de Nolan quoi. C'est ça. Comme diraient à peu près tous les hommes sur cette planète. Et c'est ok. Oui. C'est peut-être pour ça en fait que tous les hommes qui ont compris à Nolan se sentent fiers. Je comprends. Mais bon, on peut le rester ça, juste petit aparté. Et en fait, c'est vrai qu'en faisant mes recherches sur le film, il est connu pour être compliqué, mais en fait, il est pas si compliqué que ça. J'allais dire oui, non, mais en fait, je serais incapable de l'expliquer. En fait, il y a tellement de couches à devoir expliquer et à bien expliquer. En fait, c'est ça le truc. Oui. Mais si on reprend vraiment le plot de base du film, oui, c'est un film de cambriolage. Oui, c'est ça. Il est pas plus compliqué qu'Ocean Eleven. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est une équipe qui a un but, enfin c'est une équipe de cambrioleurs du coup, qui a un but. Il y a une merde dans le plan et il faut s'adapter, et puis après ils réussissent. Ou à leur manière. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'en me renseignant là-dessus, parce que du coup j'ai fait mes recherches avant de le re-regarder, et c'est vrai que quand tu le regardes avec ce prisme-là, c'est juste Nolan qui essaye de te compliquer tout le film, mais pour aucune raison possible. Genre vraiment, il y a... En fait, ce qui est très compliqué, je trouve, ce qui fait qu'il est compliqué à comprendre, je crois que c'est tout l'aspect où, en fait, tu rentres dans le truc avec des personnages qui, eux, sont déjà au courant de comment ça se passe. Et du coup, quand ils élaborent le plan, quand ils font tous les trucs, le début du film va hyper vite. Et du coup, tu dois choper toutes les notions hyper vite, en plus de comprendre ce qui se passe dans la tête du perso principal. Parce qu'évidemment, si tout roulait sur des roulettes, ce serait trop facile. Ou il a justement des problèmes qui font que, voilà. Et en fait, c'est tout parce que du coup, c'est du nouveau vocabulaire. Parce que c'est des mots qui existent mais qui sont utilisés, on va dire, différemment dans le film. Tu dois comprendre qu'ils sont dans des rêves, parce qu'en plus, la première scène du film, ils sont en train de rêver et toi tu penses que c'est la réalité alors que pas du tout. Donc là aussi, t'es perdu. Et en fait, j'ai l'impression qu'on essaye juste de te perdre dès le début du film, alors qu'au final, je crois, franchement, une fois que tu comprends le plan et le truc, le film n'est pas si compliqué que ça. Et que c'est juste, nous aussi, en tant que spectateurs, on se prend trop la tête en le regardant. Ouais. Parce qu'il a cette image de... Il est trop compliqué. Alors que pas du tout. Mais du coup, il y a aussi le gros débat de la scène de fin. Oui. Donc en fait, tous les personnages dans le film ont... pas une relique. Une relique, ça paraît très sérieux à dire comme. Ouais, c'est vrai. Mais ils disent un token en anglais, mais j'ai pas la traduction exactement comme ça. Mais ils ont un objet assez lourd qui peuvent à tout moment leur ramener à la réalité, donc leur dire si ils sont dans un rêve ou pas, parce que c'est facile de se perdre une fois qu'ils sont dans cet univers-là. Et pour le personnage principal de DiCaprio, c'est une toupie, et si cette toupie ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il est toujours en train de rêver. Ouais, s'il lance la toupie et qu'elle c'est ça.
Et donc il y a cette scène de fin, attention de nouveau, spoiler, tout ce que vous voulez, où il lance la toupie, tu la vois tourner, qu'elle ne s'arrête pas, et cut. Ouais. Et tu ne sais pas si elle va s'arrêter, ou tu sais te pas dis, si ok, lui est sorti, tu sais pas si lui est toujours- sorti, si elle est dans le truc. Et le Et truc, en c'est fait, que s'il n'est pas sorti, tu comprends pas d'où. En fait, c'est la suite, le film se suit de manière très cohérente, ouais. mais du coup, Et ça met tout en Et c'est la toupie qui vient te Oui, C'est ça qui est retourner le cerveau. Ouais, c'est vraiment ça. Et t'as vraiment le truc en fait où, bah justement, du coup, je regardais un peu la vie des gens. Et en fait, et même des interviews de Nolan qui en parlent quoi, il fait en fait juste les gars, calmez-vous, arrêtez de vous prendre la tête quoi. Genre, Oui, accepter la fin en fait, ouverte aussi. Et... la fin ouverte est aussi le truc du. En fait, il parlait surtout du fait que ça voulait dire maintenant que le perso. Parce que il y a certaines personnes qui qui se baladent dans la rêve aussi, qui juste ont transformé leur rêve en réalité. Donc genre juste ils acceptent le fait de plus être présent, on va dire, dans le monde réel, mais dans les rêves, parce que du coup dans les rêves tu peux tout shaper comme tu veux, tu peux avoir en fonction des souvenirs que t'as et tout ça aussi, tu peux avoir je sais pas, la maison que t'avais quand t'avais 5 ans et tout ça. Et donc t'as toute cette dynamique là aussi où bah justement en fait juste se dire en fait si ça se met la fin ça veut juste dire que le perso principal il a accepté la réalité dans laquelle il est, puisque à la fin il retrouve sa famille, il retrouve ses enfants et tout ça, et il se dit juste ok maintenant c'est ma vie et c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et du coup tu regardes le truc et t'es en mode mais ça il fallait le préciser. Au lieu vraiment de me faire c'est bien. De me faire 2h30 de film et de me dire quoi. Mais je trouve que c'est bien parce que oui non c'est sûr. c'est cool d'avoir un film célèbre qui ramène autant de gens et qui procure la même réaction chez les gens. Qui frustre autant chez l'un que l'autre. Qui était recherché, sinon c'est pas cette fois-là que tu proposes en tant sûr. que réel. Mais en même temps, c'est un peu comme on parlait d'Harry Potter, etc. Genre c'est des univers qui ont dépassé ce que le réalisateur voulait un peu et qui du coup, à mon avis, se retrouvent comme tu dis en interview à devoir dire ouais bon les gars, calmez-vous. Moi je dors sur mes 2 oreilles donc tu vois. oui. Okay. Donc respirer c'est ok. C'est ok, ouais. Mais c'est aussi le lâcher prise que t'as aussi en tant que spectateur de ton expérience cinéma où tu veux absolument, et ça rejoint ce qu'on disait au début, on est aussi tous, en tout cas moi je me considère comme ça aussi, t'aimes quand le film il termine et que t'as un début, un milieu, une fin et que pour ton cerveau il y a quelque chose de logique et donc dès que ça l'est pas, il y a un truc un peu frustrant. Oui, je suis d'accord. Et tu peux vite avoir la pression d'avoir perdu ton temps alors que c'est ça le but de l'œuvre quoi. C'est ça, enfin, pas de te faire perdre ton temps mais de te questionner ton rapport au film. Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce qu'on passerait pas au livre? Oui. Exactement. Quelle transition toute faite, toute parfaite. Voilà. Pour la littérature, on a décidé un peu de choisir... en fait, de juste choisir 2-3 œuvres célèbres et de vous en parler. On n'a pas spécialement un angle précis, un truc précis. Voilà. On vous a dit c'est plus léger. On dit du côté préparation aussi c'est plus léger, on va pas se mentir. Et c'est ok. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, moi je veux bien. Ok. Moi je vais parler de l'auteur John Green, qui est l'auteur du livre Nos étoiles contraires, qui a été adapté après en film. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus... Je pense que c'est un des premiers auteurs où je me dis, ok, dès qu'il sort un livre, je le lis. Vraiment une espèce de continuité dans ce que lui proposait. On va pas se mentir, c'est pareil, là on vous renvoie pas au magazine, mais je vous renvoie au podcast, en podcast précédent beaucoup. Mais je vous parlais des films qui parlaient de la maladie. Et en fait, John Green, il écrit beaucoup sur des adolescents où la maladie ou un trouble a sa place, ou en tout cas qu'il y a une histoire un peu compliquée. Et je sais que le premier que j'ai lu c'est Nos étoiles contraires, qui m'a évidemment bouleversée. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, et plus largement d'un groupe de rencontres de personnes atteintes de différents cancers. Et donc c'est des personnes qui se rencontrent dans un groupe de parole.
Et on suit un futur couple, un couple en construction et leurs copains. Et donc on a un peu leur réalité face à la fatalité d'une mort plus que certaine. Et la gestion familiale par rapport à ça et un peu les moments de vie plus légers que ça peut amener et les questionnements. Et donc je vous parlais d'un couple qu'on suit. Il y a évidemment un des deux qui meurt à la fin, hein, sinon C'est pas drôle. c'est pas drôle. Et donc ça c'est pour notre total contraire. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé de John Green, c'est Qui es-tu Alaska ? Où es-tu Alaska ? Qui parle aussi d'une adolescente dans un mal-être. En tout cas, voilà, vous avez compris. C'est lourd, ça parle d'ado, il y a la maladie. Qui est un thème récurrent, quoi. Oui, et c'est des livres qui ont été adaptés pour les plus célèbres au cinéma. Mais j'ai pas. Pour nos étoiles contraires, j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Parce que je la trouvais assez fidèle, mais pour les autres, un peu moins. Il y a une série aussi. Où es-tu Alaska, pardon, pas pour nos étoiles contraires. Mais voilà, John Green, c'est un auteur que je vous conseille si vous avez en dessous de 25 ans et vous aimez la romance qui fait pleurer. Mais je sais pas, je trouve qu'il a malgré les sujets lourds comme ça, il a une légèreté dans ses livres et c'est toujours il y a des moments très touchants et des moments très... je sais pas comment expliquer, un peu universel même si on n'est pas malade. Même si on n'est pas face à ce genre de situation, il y a une écriture qui te tient vraiment la main. Et c'est un auteur qui, je pense, est déjà assez célèbre, mais qui, à mon sens, mérite beaucoup plus et qui n'a pas sorti le livre là depuis un bon moment. Donc, John, je sais pas ce que tu fais, mais... s'il te plaît. J'ai besoin de pleurer. Fais-moi chialer dans des œuvres. Voilà pour ce qui est des œuvres. Je sais pas si vous avez déjà lu un John Green, si ça vous... Non. Vous avez déjà lu Nos heures le contraire ? Non plus. Non plus ? C'est marrant. Voir, parce qu'on m'avait conseillé le film aussi. Donc, Ah non, moi j'ai même pas regardé le film et tout. J'ai pas du tout suivi le train de Nos étoiles contraires. Ouais, c'est Charlie XCX aussi qui fait la bande-son, si ça peut vous convaincre. Boum, Ça, c'est la bande-son de Nos étoiles contraires. Oui, on n'est pas sur Charlie XCX en bratte. On n'est pas sur cette terrain-là encore, c'est la précédente. on n'est pas sous Charlie XX en full électro. Non, on n'est pas dans du guess, même si on parle de Billy, mais plus tard, restez. mais La référence. ouais, sombre. c'était très niche. Ouais. Faut écouter du Charlie, du Billy, faut suivre la vanne, mais monter dans le train. Moi je l'ai si ça peut te rassurer. Moi je sais que tu l'as, je me sens moins seule. Je pense qu'il y a au moins une personne derrière la caméra aussi, donc ça me va. Faites-nous signe. Mais oui, voilà pour les livres qui me sont venus en tête quand on a parlé d'œuvres célèbres, sans tomber dans les livres classiques, qui sont plutôt les livres qu'on lit à l'école, et ce genre de choses, qui sont vraiment des œuvres qui ont eu une autre vie, je veux dire. C'est Une vrai autre approche. que c'était notre gros débat Ouais. même quand on en reparlait juste ici avant de tourner, de dire en fait on parle de célèbres, mais c'est vrai que pour les films et la musique c'est beaucoup plus abordable, mais on a eu le gros souci. Un énorme problème. Ça va, mais de se dire en fait c'est compliqué de trouver des trucs qui sont vraiment très très célèbres. Ah, il y en a quand même quelques-uns, mais ça sortent des gros classiques on va pas se mentir, en tout cas je parle de mon côté, mais qu'on nous a forcé à lire quand on était en secondaire et que c'est jamais un truc que j'aurais lu de moi-même et qui du coup me donnait pas spécialement envie d'en parler parce que j'ai pas passé un bon moment et qu'après on avait un test dessus donc Oui, ou alors des auteurs davantage célèbres que leurs œuvres. Avec des auteurs qui... comme je le parlais d'ailleurs, et c'est un bon exemple pour John Green, en tout cas dans la manière dont moi je lisais ses livres, peu importe ce qu'il aurait sorti, comme il était... pas parce qu'il était célèbre, mais parce que j'avais lu une œuvre qui me plaisait et qu'à ce moment-là il sortait des livres assez régulièrement, j'allais consommer et lire le livre, même si je ne savais pas de quoi ça parlait, parce que l'auteur était quelqu'un qui avait fait une fois quelque chose qui m'avait plu. Les œuvres, si je me retrouve dans un rayon de librairie, je vais davantage me retourner, en tout cas mon regard va être attiré vers soit un auteur ou une autrice dont j'ai déjà entendu le nom, ou un titre ou ce genre de choses, et donc dans mon rapport à la littérature pour le moment, c'est vrai que la place de la célébrité de l'œuvre ou de l'auteur ou de l'autrice prend beaucoup de place
parce que je vais peut-être me laisser moins tenter par quelque chose dont j'ai pas entendu parler ou qui ne me dit rien du tout, ce qui n'est pas spécialement le cas pour le cinéma et la musique, où je vais être plus facilement tentée par de la découverte de zéro, je vais dire. Donc c'est vrai que là, l'angle de la célébrité, sans parler d'artistes, d'écrivains et écrivaines célèbres, c'est plus ce rapport-là dans la célébrité qui me fait... Après, c'est peut-être parce que je connais pas assez, ou alors je lis quand même, mais moins que ce que je consomme de la musique ou quoi, et donc j'ai besoin d'avoir ce truc un peu de référence ou savoir où me situer pour lire. Voilà, je sais pas c'est quoi votre rapport, vous, si vous avez une œuvre à conseiller. Oui, du coup, moi je voulais parler de Stephen King, du coup, ce qui rejoint un peu le truc du... C'est vrai que moi je lis pas énormément. J'ai beaucoup lu à un moment donné, mais c'est des bêtes, je veux dire, des bêtes romances un peu vite fait, enfin pas vite fait, vite lu, genre très légère, enfin voilà quoi. C'est vrai que je lis plus facilement en été ou quoi, et du coup c'est vrai que Misery c'est un peu un des premiers livres que j'ai vraiment lu en mode ça c'est pas ton petit livre d'été qui te fait plaisir au soleil dans ton jardin quoi. Et c'est un des premiers auxquels j'ai accroché aussi, parce que par exemple j'avais commencé Shining avant Misery et j'avais pas continué, donc voilà. Et ben j'avais adoré le livre. J'avais vraiment adoré le livre, et pour revenir justement aux adaptations, toi tu disais que t'avais adoré l'adaptation. Ouais. Moi je trouve que Misery, en fait je pense que c'est une des premières vraies claques que je me suis prise avec le truc du... Ben en fait les gens qui adaptent un film, il y a des choix à faire hein. Il y a des responsabilités. Ben, c'est ça, et en fait j'ai trouvé que le film retransmettait pas du tout, enfin pas très très bien l'ambiance qu'il y avait, que j'avais moi en tout cas, ou que j'avais projeté, parce qu'au final quand tu lis le livre c'est toi qui projettes un peu tout quoi, que je m'étais... Ouh, je suis en train de plier Ryan Gosling. Non. Que du coup oui, que l'ambiance que moi je m'étais projetée quand je lisais le livre et tout ça, et que je trouve que à part Kathy Bates qui était juste magnifique dans le film, donc en gros c'est vrai qu'il faudrait peut-être raconter le plot, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Misery nous raconte l'histoire d'un écrivain qui fait un accident de voiture, sauf qu'il est perdu au milieu de nulle part, et il se fait sauver par une de ses fans, parce qu'on va se rendre compte d'être une de ses fans, mais en fait qui est une de ses fans mais complètement folle, et qui va le pousser en fait à écrire la suite d'une histoire qui lui veut terminer en fait. Donc il a une saga de livres et elle va le forcer à écrire la suite, mais le forcer en le torturant tout simplement, voilà, et en l'empêchant de partir même s'il va mieux, enfin bref, il n'y aura pas d'ambulance, il n'y aura rien du tout. Elle est devenue médecin en un accident de voiture, et s'est dit mon gars tu vas rester avec moi et tu vas m'écrire. Enfin, en fait il avait prévu de clôturer la série mais elle ne voulait pas, et en plus de ça n'était pas contente de ce qu'il produisait, et du coup ça provoquait de la colère à chaque fois et tout ça, donc voilà. Et Kathy Bates qui interprète ce rôle de personne flippante à merveille. Voilà, ça pour moi c'était vraiment le gros point phare du film, mais c'est vrai que c'est comme je disais, c'est un peu la première fois où vraiment l'aspect de on respecte pas ce que t'as lu vraiment, enfin j'arrivais pas à retrouver, de nouveau ma projection, hein, mais j'arrivais pas à retrouver l'ambiance vraiment glauque que Stephen King avait réussi à installer dans son livre, et que alors pas que j'ai envie de regarder des scènes de torture, mais qu'il y a beaucoup de scènes qui se sont pas retrouvées, qui en tout cas pour moi paraissaient vraiment cultes et vraiment très marquantes dans le livre. En fait elles apparaissaient même pas du tout dans le film, et ce qui du coup m'a un peu frustrée, alors que quand j'en parle même avec mes parents ou d'autres gens ou quoi, eux trouvent que Misery reste un très bon film et tout. Donc je pense que c'est juste une des premières fois où ça m'a marqué vraiment d'avoir le truc du
Bah en fait, on respecte pas ce qu'on a écrit là. Ouais. Et ça m'énerve. C'est pas le contrat, les gars. Parce que du coup, c'est ça, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui lit non plus à longueur de journée et le fait que ça m'a même marqué comme ça, je pense vraiment. Et du coup, il y a une haine pour le film qui s'est développée, mais je pense que quand je l'ai regardé, en plus, on se connaissait déjà. Ouais. Et que je vous en avais parlé en mode temps, j'ai fini le livre et du coup j'ai regardé le film et c'était de la merde. Genre au début je voulais même rien accepter quoi, il y a rien qui passait. C'était un film nul et c'était comme ça quoi. Et puis après je me suis un petit peu calmée. Mais voilà pour le livre que j'avais choisi. Mais du coup, tu conseilles plus le livre que le film. Ouais, du coup, ça reste quand même mon avis que c'est un film de merde. Mais oui, enfin en tout cas. Si vous aimez l'univers de Stephen King, je trouve que... Enfin, je dis ça, mais j'en ai pas lu beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai lu la moitié de chaque ligne et Misery. Mais je trouve que voilà, si vous aimez cet univers de Stephen King vraiment glauque, qui vient un peu te prendre par les tripes, même quand tu lis, bah forcément, oui, je conseille plutôt le livre que le film. Voilà. Nice. Je sais pas si toi, Du coup, moi, là, je viens de penser effectivement à un auteur que je peux conseiller, même si pareil, je n'ai lu qu'un de ses livres, mais, j'en ai acheté un deuxième qu'il faut que je lise, mais qui s'appelle Olivier Norey, qui est un auteur qui écrit généralement des histoires policières. Et il faut que je retrouve le nom du livre que j'ai lu, parce que je l'ai lu l'année passée et j'ai une mémoire terrible. Oui, du coup, celui que j'ai lu, c'est Entre deux mondes, où je vais vous lire le résumé parce que je vais pas du tout savoir le résumé correctement. Donc, fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille Maya à 6000 km de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les rejoindra bientôt et ils organiseront leur avenir. Mais arrivés là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il découvre en revanche, c'est un monde entre deux mondes, pour damner de la terre entre deux vies. Dans cet univers sans foi ni loi, aucune police n'ose mettre les pieds. Un assassin va profiter de cette situation. Et du coup, on est comme le résumé le dit, dans une histoire où ce sont des réfugiés de guerre. Et donc Adam va envoyer donc, sa fille et sa femme dans un bateau en direction d'un camp en France. Et sauf que lui il va démarrer plus tard et l'objectif ça va être de retrouver sa fille et sa femme. Et sauf que nous on sait ce qui se passe du côté de la fille et la femme que Adam n'a pas, mais du coup Adam va rencontrer des personnes sur place en France, notamment un policier qui va l'aider dans sa recherche de sa femme et de sa fille, mais aussi dans un meurtre qui va être fait dans le camp de réfugiés. Et donc voilà, on a vraiment une dynamique très... Enfin, je trouve que Olivier Norey écrit super bien en fait, tout simplement, et que même si... L'histoire me tentait à la base, mais je savais pas trop où on allait aller. Et franchement, le livre se lit hyper rapidement. Pourtant, ça reste quand même une brique. Et pareil, du coup, ça m'a donné envie de découvrir plusieurs autres œuvres de cet auteur. Mais du coup, je ne peux pas vous faire vraiment une review sur d'autres de ses productions, voir s'il est, on va dire, aussi qualitatif dans tout le reste. Mais je pense qu'il est quand même assez reconnu en France dans le monde de l'écriture. Et donc je pense que si vous cherchez une lecture assez simple, on s'entend, mais avec une écriture juste agréable, avec un bon thriller policier, foncez. Je pense que je ne dis pas de bêtises, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Je pense que l'écriture sera de toute façon la même, quoi. Donc, je sais pas si t'as influencé quelqu'un derrière la caméra, mais devant, oui, parce que moi je lirai cet été. Ah voilà. Ça m'a donné envie. Si jamais je peux te prêter le Entre deux mondes, du coup. Et l'autre, je crois que c'est Surface que j'ai acheté, donc il faut que celui-là, il faut que je le lise et je le lirai sûrement cet été. Trop bien. Non, en vrai, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air. Mm. Parfait, ouais, tu nous as influencé.
T'as rempli ta mission à merveille. Let's go. Moi j'ai... T'as touché une personne. Non mais après, oui, le Seigneur des Anneaux, c'est je vrai. vais peut-être... C'est vrai que je m'engage à beaucoup peut-être dans cette vidéo. Le livre, c'est plus sûr que le... Je me doute. J'avoue que Moi, la série est plus sûre que le livre. Ouais. Moi, le mot policier... La série de film. Le mot policier m'a plus eu que le mot dragon, pour être honnête. Bah, pas étonnant. Vraiment, moi, le mot dragon m'a plus eu que policier. Personne n'est surpris. Moi, on aura les deux côtés. Oui, c'est ça. Ils auraient dû review, du coup. Et vous allez commencer à connaître nos personnalités aussi. On peut pas se cacher éternellement, et on sait où, voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de deviner les musiques? Oui. Pour la partie musique, on a un peu détourné la version Letterboxd. On va lire des paroles de chansons qui sont d'origine... Enfin, De base en anglais. de base Oui. en anglais, je sais pas pourquoi on va les a traduites en français, et les deux autres doivent retrouver quelle est la musique principale. Je me lance. J'avais encore un autre film, mais c'est pas grave. Je le gardera. Je vous le dis parce que c'est marrant. C'était pour parler de Cercle de poètes disparus, et le commentaire que j'avais pris c'est Fight Club mais en école supérieure. J'avais déjà vu celui-là, oui. Faut avoir les deux refs, on vous mettra pas, on n'ira pas plus loin. Regardez les deux films. Non, regardez les deux Tu films. as déjà parlé de Fight Club. Et j'ai déjà parlé de Fight Club. Bah, Donc il vous reste normalement plus que le Cercle de poètes disparus. Et le fait Et qu'on vous serez à arrive... jour. Oui. Et le fait que dans tout ce que Filigrane me permet en termes de propagande de film, je peux skip le Cercle des poètes disparus, vous êtes presque... Vous devriez presque être reconnaissant que je n'en parle pas pendant 4 heures. C'est un de mes films préférés. Donc, C'est quand On fera une les- édition spéciale. Quand on fera les versions longues du quand film. un jour on fera une version live de 6 heures, et là j'en prendrai la moitié. Pour revenir à la musique, c'est... Je suis du genre qui rend ta maman triste, qui rend ta petite copine folle, je pourrais séduire ton père. Attends. Je suis du genre qui rend ta maman triste, qui rend ta petite copine folle, je pourrais même séduire ton père. En fait, sans la rythmique, C'est c'est dur. c'est Mais dur. bah, je vais faire la même chose que pour le Letterboxd. J'imaginais pas que ce soit si compliqué. Sachez que c'est Pourtant, c'est une on artiste. connaît Oui. mon obsession pour connaître les paroles des chansons. C'est une artiste très facile si on me connaît, c'est vraiment mon top 1 écoute. C'est Et Billie Eilish. oui, voilà. Et c'est la musique la plus connue de Billie Eilish. C'est la plus... J'ai skip une ligne, mais je peux vous dire la dernière ligne, c'est: je suis du genre à rendre ta maman triste, du genre qui rend ta maman triste, qui rend ta petite copine folle, je pourrais séduire ton père, je suis le mauvais garçon. Bah, Bah, mais c'est vrai que, en fait, En fait, je l'aurais jamais lu sur les paroles, je l'aurais eu parce que Oui. tu dis que c'était la plus connue. Ouais, oui, c'est ça. En fait, en faisant mes recherches, je me suis dit, si je fais pas la plus connue de la plus connue, on va rester 6 heures. C'est tellement spécifique. Mais oui, alors on vous a épargné sur Cercle de poètes disparus, mais il fallait que je prenne mon temps de parole pour parler de Billie Eilish. Ça, je vais me le prendre. Ça arrive quelque part ou pas. Et ça figurera dans le magazine. Je l'ai pas encore écrit, mais je vous dirai que Ça veut c'est dire ça. que ce sera là. Comme déjà dit, c'est vraiment l'artiste... En fait, c'est une des artistes que j'écoute depuis le plus longtemps. Donc j'ai vraiment suivi au fur et à mesure les sorties des albums et l'évolution de l'artiste. Je précise d'ailleurs que Billie Eilish, alors maintenant c'est déplicable, mais pendant longtemps c'était un duo, c'était aussi avec son frère Phineas, qui était le producteur et son musicien principal. Donc tout ce qui est avant It Me Red and Soft, qui est sorti en 2025. 25 c'était l'année passée. 27 mai 2025. Si c'est 27 mai Wow. 2025, déjà retirez-moi mon téléphone. C'est impossible que ça en 2025. Ah ouais? Parce que c'est quand on a fait. Ah ouais, qu'on a fait notre documentaire. Non, c'est quand on a fait ton anniversaire à la Bovry. Oh putain, waouh, oui c'est vrai. 24. 2024. Parce qu'on chantait le long des quais. Oui, c'est vrai. Vous avez beaucoup Oui, beaucoup sur ma vie maintenant. Il fallait que je réfléchisse à quelles infos C'est je vrai. pouvais donner ou pas. Tu peux. Oui, donc 2024. Waouh, ok.
Donc avant ça, enfin cet album-là, c'est aussi Finneas qui l'a produit, mais il ne tourne plus en tournée avec elle. Mais ils vont bien, je vous rassure, si jamais vous vous inquiétez. Leur relation est ok, calmez-vous, Ça va. vous pouvez respirer, c'est ok. Non, et en termes d'artistes célèbres, je pense que je n'ai pas à justifier pourquoi Billie Eilish est célèbre. Si. C'est qui? C'est qui? Mais c'est une artiste qui a eu pendant très longtemps l'étiquette de personne. En fait, elle a beaucoup écrit sur sa situation. Elle était en forte dépression. Et donc il y a beaucoup de chansons qui tournent autour de ce thème-là, de la mort, de son rapport à soi, rapport aux autres, à son corps, etc. Et donc pendant très longtemps, elle avait l'image d'une artiste trop dépressive que pour être écoutée par les enfants. Et donc il y a eu tout un mouvement réactionnaire chez les adultes, un peu traditionnel aux États-Unis. On va dire ça comme ça. Disons qu'il porte une casquette rouge. Ouais. Disons qu'ils trouvent que l'Amérique n'a jamais été mieux que maintenant. Comme étant une artiste dangereuse à faire écouter aux enfants, etc. Voilà, ça c'était un peu pour la parenthèse. Ouais, tu vas soft là. Oui, mais j'essaie de modérer. J'allais dire, on en parlait même avant. Oui, oui, et il pensait qu'elle était sataniste. Sataniste, c'était un des mots qui ressortait. Ouais, c'est ça. Et donc, la musique la plus connue, c'est Ocean Eyes, qui était à la base une musique que son frère a écrit et qui trouvait, pour lui, et son groupe, il avait un autre groupe avant, et il trouvait que ça sonnerait mieux avec une voix féminine, et donc il a demandé à Billie de la chanter. Ils l'ont postée sur SoundCloud parce qu'elle devait l'utiliser dans un de ses spectacles de danse pour l'école. Enfin, oui, elle était dans une école de danse. Et ça a explosé. Voilà, c'est vraiment genre, tu déposes ton devoir sur internet et le lendemain t'es une big star. C'est globalement le résumé. Et donc, depuis, la notoriété ne fait que s'accentuer. Jusqu'au point où, là, on tourne en mai 2026. Et le 8 mai, le film tourné par James Cameron de son concert en 3D est sorti au cinéma. Et je trouve que ça met aussi bien en perspective à quel point une artiste et une œuvre, ici en l'occurrence, sont tellement célèbres, etc., que ça va au-delà de la musique. Et donc on parle souvent d'adaptation de livres vers le cinéma. Et ici, c'est du live musique vers le cinéma. Ça a été réalisé par James Cameron et... j'allais dire la seule touche, non, mais c'est en 3D. J'allais dire la seule touche de James, c'est qu'il a fait de la 3D. C'est lui qui a réalisé. À part ça, il a rien fait, ça. Et donc, ça... Film sur les bateaux, là. Ouais, voilà, des gens bleus, non, bizarre. On parle bien de Titanic et de Avatar, ça jamais. Mais... Et donc, je trouve que c'est pareil, vous commencez à nous connaître et à me connaître, je suis une grande consommatrice de musique live. Et donc moi, je trouve ça trop cool que le live prenne cette dimension-là et soit de plus en plus accessible. Ici, l'objectif était, et ça a clairement été la base du marketing, c'était de pouvoir rendre le concert accessible à toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir de place. Alors c'est critiquable dans le sens où c'est eux qui choisissent à combien ils mettent la place, on est d'accord, je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu hypocrite, mais c'était ça l'idée. D'où le fait qu'il y avait de la 3D, c'était aussi vraiment pouvoir vivre une expérience vraiment immersive. J'ai été le voir 2 fois et j'atteste que c'était immersif. Mais je trouve que c'est trop chouette et c'est une tendance qui se fait de plus en plus. Orelsan l'a fait, il y en a eu pour des groupes de K-pop, il y a de plus en plus cet apport du cinéma dans la musique, ce lien qui a toujours existé et qui existera toujours, mais qui prend la dimension de la vidéo au service de la musique et pas de la musique au service de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est trop chouette. Évidemment, ça vient avec son lot de merch et de marketing, mais comme pour tous les films, donc c'est le jeu aussi de la machine. Mais voilà, moi, dans la vie de base, je vous conseillerais toujours de regarder vos musiques en live. Mais alors, si elle passe au cinéma, je suis désolée, mais là, il n'y a plus vraiment d'excuses. Et voilà, je peux te faire une jolie passe D je peux vous faire des passes D sur le sujet que vous voulez en parlant de Billie. On peut parler de Barbie, on peut parler de... Je sais pas sur quoi vous vouliez aller après, mais... Je sais que toi, tu m'avais dit que ça te... Oui, parce que moi, ça me faisait justement penser au fait que j'ai écrit un article dans C'est un la magazine. seule qui a déjà écrit. Non, c'est un des seuls articles que j'ai déjà écrit.
faut croire que lui ça a aspiré. Mais du coup, vous avez normalement un article sur Stromae dans la partie musique. Et Stromae a notamment du coup fait une vidéo live de son concert Multitude. Mais il y a un vrai travail en fait scénique et cinématographique, puisque tout ce qui a été mis en scène sur la scène et au niveau des plans qui sont mis en avant. Et franchement, c'est une dinguerie, parce qu'en fait, à la fois, en fait, comme tu dis, l'image met vraiment en avant la musique. Et on n'est pas dans cette dynamique de raconter, enfin, évidemment, les chansons racontent quelque chose, mais pas de raconter avec les plans, mais plus de sublimer, en fait, le concert et sa prestation, quoi. Donc voilà, c'est déjà aussi un petit conseil si vous aimez bien Stromae et que vous avez l'opportunité de regarder sur sa chaîne YouTube son concert Multitude. Je crois que c'est la dernière vidéo qu'il a sortie le plus. Enfin, du coup, il y a 2 ans. Les concerts en live, Donc, je peux ramener sur... Oui. Je peux ramener sur le concert de Beyoncé. Je pensais pas que t'allais là-dessus. Ah ouais, j'allais sur quoi? Je pensais que tu partais sur Queen et le live. Aid. Non. Mais. Non, moi je pense que c'est un qui m'a le plus marqué, c'était... parce que moi c'est pas du tout le genre de choses que je consomme. Et je sais pas pourquoi, à mon avis, j'ai dû voir un extrait passer sur les réseaux sociaux ou quoi. Et je me suis retrouvée à regarder Homecoming. Donc c'est un film de Beyoncé qui en fait reprend son concert à Coachella en 2018, si je ne me trompe pas. Et en fait c'était à ce moment-là la première femme noire qui a vraiment fait la headline, donc qui était l'artiste du festival de cette année-là, de cette édition-là. Et en fait, alors Beyoncé a toujours fait des shows de malade, ça s'est repris dans ses 2 dernières tournées, mais alors là c'est un truc de malade, au point où les gens appellent Coachella, maintenant ils l'appellent Beychella pour Beyoncé. Et à chaque fois, ils essayent de comparer les performances des artistes de l'année avec celles de Beyoncé. Il n'y en a pas encore une seule qui arrive, qui arrive à la cheville. Franchement, c'est un truc. Mais après, à partir du moment où tu sais danser, bouger, imaginer les choses comme Beyoncé, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est monstrueux. Et je pense que l'exemple de l'extrême opposé, c'est celui de Justin Bieber de cette année. qui a sorti son PC et qui s'est dit je vais mettre des vidéos YouTube à le gars. C'est un peu plus. Enfin, il y a une justification en fait qui est rien de plus, mais c'est vrai que c'est l'extrême opposé visuel, et donc c'était un peu marrant de la comparaison. En tout cas, Justin Bieber, elle doit être douloureuse pour la mini anecdote. Enfin, mais cette année, c'était Sabrina Carpenter, c'était pas Justin Bieber. Mais Justin Bieber aussi? Oui, non, je veux dire, il était au festival. Ah, mais tu veux dire l'artiste phare? Ouais, l'artiste phare, c'était Sabrina Carpenter, et il y a eu même une baston entre les fans pour dire non, c'était trop bien, c'était mieux que Beyoncé, et t'avais tous les gens qui étaient en mode alors non, c'était bien, mais non, pas possible. Non, et Justin Bieber cette année, en fait, il a vendu l'entièreté de ses droits et de son catalogue. Ce qui est questionnable, mais qu'on lui laisse, c'était sa décision. Et donc maintenant, il a plus les droits de certaines de quasi l'entièreté de ses musiques. Sauf qu'il voulait les jouer à Coachella cette année, et donc en fait il s'est lancé sur YouTube il a lancé YouTube derrière lui, donc pour contourner cette règle là et chanter par dessus. Étant une grande fan de Justin Bieber, mais ça je vous le garde pour une autre fois. J'ai un regard hyper critique et je suis hyper attachée et attendrie, et en même temps je suis là il y a un petit rapport ambivalent. Mais c'est vrai que si cette performance-là est comparée au Homecoming, il est pas, pas dans la merde. Il est pas dans le top. Il est pas dans le top. Non, pour moi, on peut passer à mes paroles. Si oui. On peut revenir au jeu de base. Oui, on digresse. Ça c'était prévu. Oui. Attendez, je commence par laquelle? Ah oui, ok. Je suis un pauvre garçon, personne ne m'aime. Ah, c'est dur, ok, j'ai eu le... Oui, mais la chanson... T'as que ces deux-là?
Ou t'as plus avant, non, plus ça après? c'est une phrase et j'ai encore une après qui est plus logique. Qui est très logique. Et je vous jure. Oui. Quand on regarde, je savais pas si vous. Ouais, moi je veux bien la Moi aussi. deuxième. C'est maman vient de tuer un homme. Du coup. Ok. C'est. Bah, c'est Bohemian Rhapsody. Oui, j'ai eu un moment de la c'est trop facile. J'ai eu un doute. Mais je me suis dit comme ça, on s'attarde pas. Mais attention, la ressortie du carnet, comme ça vous voyez ce qui est préparé et ce qui ne l'est pas. Ouais, il y a beaucoup de choses qui. Vous voyez quelqu'un, il y a que Juliette qui a un carnet d'ailleurs. Je nous venge. Ah ouais, je nous jette sous le bus. Oui. C'est l'été, merde. On a bronzé, on a vu le soleil. C'est littéralement ce qu'on a fait au lieu de se préparer tout à l'heure. Absolument. C'est ok. On a pris un verre d'eau et un petit café dehors, est-ce qu'on a bossé? À vous de nous le dire. À vous de nous le dire. Le résultat est là. Avant de Après, remonter la aussi. vidéo. Donc, Bohemian Rhapsody, alors, grande chanson de Queen qui est sortie en 1975, qui est dans leur album A Night at the Opera, qui, c'est un détail important à souligner, qui a été écrite par Freddie Mercury, mais ça je pense que c'est une surprise pour personne. Mais non. Et qui fait 6 minutes, et ça aussi c'est un détail assez important à souligner. Au début, donc Freddie Mercury il a déjà commencé à l'écrire vers la fin des années 60. Et en fait, c'était un peu un griffonnage de premières idées, mais genre un puzzle d'idées, mais où il savait quand même où tout allait aller, quoi. Donc, genre en mode, il savait que. Il se disait, là on mettra de l'opéra, là on fera ceci, là on fera cela, ça on fera comme ça. Mais ça reste un peu genre plein de petites idées déconstruites. Et même qu'au début, ils l'ont appelé en fait avec Queen, enfin avec le groupe The Cowboy Song. Oh, j'aime bien. Il n'y a pas de raison à ça. Mais juste au début, ils l'ont appelé The Cowboy Song. Ok. Et donc, c'est dans les années 70 que Queen ils veulent frapper fort avec leur 4e album, donc A Night at the Opera. Et donc, justement, Freddie il a son idée très précise sur ce que le morceau doit être et tout ça, ce qui demande beaucoup de patience au groupe, et il va demander d'ailleurs à l'avance au groupe d'être patient, puisque pour enregistrer une chanson, donc pour enregistrer Bohemian Rhapsody, ils ont mis 6 semaines en studio. Ouah, punaise. 6 semaines en studio. Et en fait, ce qui ne plaisait pas du tout à Roger Taylor, donc le batteur du groupe, qui lui en avait marre, puisque on se rappelle que. En fait, je sais pas si. C'est même une scène qui est reprise dans le biopic d'ailleurs, où ils se battent et Roger Taylor il lance la machine à café sur Freddie Mercury. C'est arrivé dans la vraie vie. Mais là, c'est parce qu'il en avait marre d'enregistrer pour Bohemian Rhapsody. Et en fait, donc, le résultat final, c'est un peu une fusion de 3 chansons. Et en fait, elle est même considérée par Freddie Mercury. C'est comme ça que Freddie Mercury l'a décrit, comme un mock opéra, donc genre en gros une parodie d'un opéra. Ce qui est pour l'époque hyper innovant, puisqu'en plus on est dans un truc où t'as une montée du rock qui est totalement folle. Et Queen est lui-même un groupe de rock à la base, on va dire. Sauf que les maisons de disques, elles disent non. Mais souvent, ils ont pas le flair. Ils ont pas Pas du tout. Ils entendent la chanson et ils disent Ouais, pas top, c'est la passion. non quoi, en fait juste c'est trop long. Et donc ils ont refusé d'en faire un single. Ok. Et À ils cause ont des dit- 6 minutes? À cause des 6 minutes, il fait non, c'est un single, c'est 6 minutes, ça ne passera jamais à la radio, c'est impossible, tout ce que tu veux et tout. Et en fait, Freddie Mercury là, il décroche le téléphone, il appelle un de ses potes qui est un grand présentateur radio, et qui va lui passer le morceau donc d'une radio à Londres. Et il disait combien de fois qu'il va la jouer 14 fois sur le week-end. Où il dit, je vais te la passer ta chanson, t'inquiète. T'inquiète, mon pote, je suis là. Le frère de fou. Et du coup c'est ça quoi. Et là, c'est de là que ça a commencé à buzzer, et où les maisons de disques et le label ont dit, bon, ok, je te le fais en single, et c'est de là que Ok. ça a balancé J'adore. Bohemian Rhapsody partout.
Mais je pense qu'un jour, il faudrait qu'on fasse quelque chose sur tous les gens qui ont dit non à des artistes à un moment Oui, donné et et qui après, doivent ça- pleurer. Ouais. Mais tellement. de fou. Ouais, Ça, j'ai j'ai dit. dit. Parce que ça arrivait plus d'une fois. Oh oui, bah presque. J'ai l'impression que c'est à chaque fois dans les grosses Ça- storylines Ouais. des artistes, il y a toujours un moment donné. Les Beatles, il y a le cas. Ouais. Fleetwood Mac, il y a le cas. Enfin, c'est vraiment. Si on parle de plus actuel, il y a Ray aussi. Ray, dont tu ouais. parles. Dont Siam parle dans le Dans le magazine précédent. Et allez voir tous nos magazines et tous nos podcasts. Tout est lié. Ce sera plus simple, les gars. Mais vous, d'après, vous regardez, vous lisez tout et voilà, vous êtes à jour. Ah ouais, je sais pas si t'avais Oui. une phrase. Je veux une phrase. J'adore ce jeu, c'est hyper addictif. Mais moi, mon cerveau, il arrive pas à faire les liens et du coup, je suis plus vite frustrée qu'autre chose. Il faut qu'on le transforme en jeu de société et là, ça va débloquer un autre truc chez toi. Bon, moi, je vais direct avec la phrase de base. Ok. Non, vas-y, fais les difficiles quand même. J'ai envie d'être challengée. Ça, c'est mon esprit de Voilà, compétition. c'est exactement ce que je disais. Vous faites un jeu de société. Ouais, attendez, je lis mon truc parce qu'en fait, je suis même pas sûre qu'avec les autres, vous aurez le truc en fait. T'inquiète. Euh... Je suis déter. Je suis en mode Shazam. Ok, je vais dire. Je laisse les balles voler, oh, je les laisse pleuvoir. J'ai que I'm Bulletproof de. Et je crois que vous aurez La pas. titanium de David Guetta ici. Je sais pas, mal, j'ai traduit et ça m'a eu ça. Bref, pardon. Tu peux répéter une fois, s'il te plaît? Je laisse les balles voler, oh, je les laisse pleuvoir. C'est pas le truc. Principal. Oui, oui. Putain, j'espère, parce que là, Ah c'est. oui, non. Vas-y, dis l'autre. L'autre, c'est. Tu m'as brisé, tu m'as reconstruit, un croyant. Attends, quoi? C'est les derniers mots. Donc, ça doit être You broke me, you rebuilt me, believing. Ça doit être ça. Maintenant, il faut trouver le Presque. rythme. Jusque-là, on Oui. écoute en anglais. Et il y a le titre de la chanson dans la phrase. Ah ouais, et on connaît? Oui. Mais bon, c'est vrai que sans le truc. En fait, ah ouais, tes goûts musicaux, ils sont tellement random qu'on peut s'attendre à tout, là. Je suis sur du Take My Cream, mais je suis sûre que c'est pas du tout. Ah ouais, écoutez, du Take My Cream. J'ai évincé l'idée. J'ai eu un peu envie d'essayer de faire le rythme, mais ça va ressembler à rien. Donc. Au moins, on sera pas démonétisé. On aura pas mettre le vrai extrait. Tu peux dire une phrase avant? Genre, dis plus de la chanson. Avant, c'est douleur. C'est juste douleur? Ou c'est avant, c'est douleur? Non, avant, c'est. Juste douleur. Ouais. En anglais, du coup. Pain. Ouais. You broke me. You rebuilt me. Et la phrase avant, c'est tu as fait de moi un croyant. Oh, je l'ai, c'est Imagine Dragon. Oui. Putain. Ah putain! Waouh! Déjà, je suis passée par Mais ça ça fait fait de moi c'est- mon essentiel. Je suis pas. J'avais ça en tête, mais je voulais pas que je me montre en concentration. Je suis vraiment, je me combats. Ouais, putain, et la chanson, c'est Et Believer, là- du coup. Oui, Et à la fois, c'est tellement logique. Oui. Oui, mais. Ok. Mais Wow. si t'as pas du tout la rythmique, parce Ah que ouais, non, Believer, là, ça j'avais pas peut du aussi tout à être la utilisé fin. dans la d'autres chansons, mais Ouais. du coup, c'est. Mais je pense que j'ai que le truc du genre du refrain, donc je saurais pas te sortir le rythme Ah, si, de la fin et tout ça. Mais après c'est parce que j'écoute moi Imagine Dragons aussi. Ouais. Ça va, j'ai quand même pas été chercher. Non, Non, c'est pas toi le problème. Non, parce que. Enfin, non, j'ai eu le petit doute du coup. Non. Du coup, voilà, je voulais faire une petite aparté sur Imagine Dragons. parce Mais que, alors, ça, toujours bon à écouter. Voilà. Surtout en Et été. terminer sur un Believe, croire en nos rêves, ça c'est beau. Tout sera toujours lié à Justine, et ça me plaît. Ça me plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Imagine Dragon, oui, c'est envie de mon côté aussi. Surtout en live, je vais pas. Voilà.
Enfin, franchement. On va me répéter, mais je le ferai toujours. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Je peux faire une preview. C'est vrai, et si vous vous demandez Voilà. ce qu'on fait depuis le début de la vidéo, on est en train de faire le collage que vous avez à la fin du magazine 3. Oui. Et vous étonnez pas, moi je me suis trompée dans mes images. Voilà. Soyez indulgents Vous avec êtes- ce troisième trimestre. Non, mais je me dis, vous vous êtes jeté sous le bus, tantôt je me jette sous le bus aussi, voilà. Normalement, on est censé mettre des images des œuvres dont on parle dans le magazine, et moi je me suis trompée, j'ai mis des images dans les images desquelles on parle ici maintenant dans le podcast. Donc si vous ne voyez pas du tout ça dans le magazine, c'est normal, je me suis trompée. Mais au moins, vous avez suivi ce dont on fait en direct, alors que nous, il faut quitter la plateforme, aller C'est ailleurs. vrai, mais après, tu vois, ça rajoute un lien vers Oui, c'est vrai. gens. Mais bon. Allez lire, allez écouter. Et j'allais dire, qui dit fin de collage dit souvent fin de podcast. Oui, Donc, c'est le moment. On Il espère était- que cette édition un petit peu plus jeu, plus légère, Ouais. vous aura plu, même si c'était, on le redit, un petit peu moins préparé que d'habitude. Mais tout aussi fun, attention, oui, ça Ça c'était on marrant. s'est quand même bien amusé. Allez, voilà, sortez, profitez du soleil. Après, Ouais. c'est l'été en Belgique. Peut-être cette phrase est plus Oui. appropriée. on verra à la sortie. En tout cas, là, on est fermé, il fait 30 degrés. C'est ça. Voilà. Au revoir la team. Ciao, bisous.